Bonsoir à tous et bienvenue sur une nouvelle édition du Club Politique du Figaro, le lundi soir 22h30 sur le Figaro TV, canal 34 de la TNT, sur le site internet bien évidemment. Alors de quoi va-t-on parler ce soir? Eh bien de cette campagne qui vient de s'engager à la tête des Républicains. Se dirige-t-on vers une énième guerre des chefs à droite? On parlera évidemment du Conseil constitutionnel et de Richard Ferrand qui a été choisi pour présider cette institution. Sera-t-il victime de l'anti-macronisme? Et puis dernier sujet évidemment sur François Bayrou qui vient de souffler ses 2 mois à la tête de Matignon. Il fait mieux, il peut faire mieux que Michel Barnier. La méthode Bayrou fait-elle ses preuves? Ce sera le dernier thème de notre émission. Je rejoins tout de suite mes invités. À tout de suite pour le Club Politique du Figaro. Alors bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir. J'accueille Guillaume Tabar qui est rédacteur en chef et éditorialiste au Figaro, qui est un habitué du Club Politique. Merci d'être là Guillaume. Anne Fulda, grand reporter au Figaro et qui s'occupe des pages portraits du journal qu'on lit avec plaisir chaque jour. Arthur Berda, bonsoir, qui est rédacteur en chef adjoint au service politique du Figaro, avec qui j'ai le plaisir de travailler au quotidien. Et puis Stéphane Zumsteg, qui est directeur du département politique et opinion chez Ipsos. Vous êtes notre invité exceptionnel ce soir. On vous remercie d'être présent pour analyser les thèmes d'actualité politique du moment. Et on commence par la première actualité, qui est cette course à droite qui vient de se lancer, une élection qui fait déjà trembler la droite, coup sur coup dans le Figaro la semaine dernière. Bruno Retailleau puis Laurent Wauquiez ont annoncé leur candidature à la présidence des Républicains. L'élection aura lieu mi-mai et les escarmouches ont déjà commencé entre les camps des deux candidats. Alors est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle guerre des chefs, Guillaume Tabar, à droite ? Écoutez, vous savez, la guerre des chefs, c'est presque une figure imposée à droite. Alors on pourrait en sourire. Si le parti lui-même, les Républicains, n'étaient pas dans l'état que l'on connaît. Il ne faut quand même pas oublier que lors de la splendeur de l'UMP ou du RPR, le parti qui était le parti dominant de la droite rassemblait 250 000, 300 000 adhérents. On est aujourd'hui à 40 000 adhérents. Et 10 fois moins quasiment. En gros, 10 fois moins. Et quand on regarde l'histoire de ce parti, finalement, depuis la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, on a vu des départs successifs de figures, d'élus. Le premier à partir de la grande UMP, c'était Jean-Louis Borloo, qui avait repris son autonomie à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. Puis on avait un certain nombre de gens partir. Le dernier à être parti, c'était Éric Ciotti, lorsqu'il a fait le choix de l'alliance avec Marine Le Pen, plutôt que de rester au sein des Républicains. Bon, progressivement, beaucoup de gens sont partis, personne n'est encore revenu. Ce qui fait que, oui, on assiste à une nouvelle guerre des chefs, mais il faut bien se rendre compte que c'est sur un périmètre qui est toujours un peu plus étroit. Réduit, voilà. Moyennant quoi, cette compétition a quand même un intérêt, puisque à la faveur de la dissolution, surtout des législatives qu'ont suivi les Républicains étant revenus au gouvernement, ont retrouvé un rôle politique qu'ils avaient perdu sous le quinquennat de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Donc voilà, donc ce qui va se passer est important, surtout que, et maintenant en lice, celui qui est devenu le ministre le plus populaire du gouvernement, et celui qui est aujourd'hui la figure qui, pour l'opinion, incarne, du moins dans le temps où nous sommes, incarne la droite, d'où cet intérêt politique et médiatique. Alors justement, Anne, comment vous observez ces premiers jours de campagne à fleur et moucheté? On a l'impression que Bruno Retailleau est celui qui engrange le plus de soutien. Est-ce que, selon vous, il est le favori dans cette course qui s'engage? Alors aujourd'hui, au jour J, oui, on peut, mais on sait très bien que les sondages sont les sondages, qui sont évolutifs. C'est sûr qu'ils collent à l'ère du temps, ils collent à ce que l'électorat de droite souhaite. Donc ce qu'a dit ce matin Jean-François Copé, qui était interrogé. C'est vrai qu'il incarne une forme d'ordre. Les Français, en tout cas l'électorat de droite, souhaite le retour de l'ordre. Il l'incarne parfaitement. Après, ce que je trouve intéressant dans cette bataille de chefs, enfin de petits chefs, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Guillaume. Moi, quand j'étais journaliste politique, il y avait vraiment encore, c'était encore le RPR et l'UMP. Il y avait des grandes messes. Enfin, il y avait aujourd'hui, c'est vrai on parle de ce qui est presque un anneau-parti, parce que LR a fait moins de 5% à la présidentielle. Il faut quand même s'en souvenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la tête de ces
a priori futur candidat à la présidentielle, on a toujours besoin d'un parti politique pour conquérir le pouvoir. Alors qu'on aurait pu penser qu'étant donné l'évolution, le rôle des réseaux sociaux, le fait qu'effectivement il y a de moins en moins de militants, pas seulement à LR, de façon générale, ça pourrait être daté. Mais non, aujourd'hui il y a de l'argent, on a besoin de moyens, on a encore besoin aujourd'hui, en tout cas ceux qui veulent être des futurs candidats à la présidentielle, estiment qu'on a encore besoin d'un parti pour conquérir le pouvoir. C'est ça que je trouve intéressant. On parlait à l'instant, Stéphane Zumsteg, de Bruno Retailleau. Est-ce que dans les sondages d'opinion, on perçoit bien cette popularité croissante du ministre de l'Intérieur, et est-ce que ça peut lui être profitable dans cette élection interne? C'est pas la même chose, une popularité auprès des Français et une élection interne. Bien sûr, le corps électoral qui va s'exprimer dans 3 mois, il est pour l'instant de 40 000 personnes, mais il y aura des gens qui pourront encore adhérer au LR dans les 2 mois qui viennent. Mais évidemment, ce sera que quelques dizaines, peut-être une centaine de milliers de votants. Ça n'a rien à voir évidemment avec les millions et les millions de Français qui se disent aujourd'hui de droite ou qui se redisent de droite. Parce que vous avez raison de le souligner tous les deux, la droite, elle a un petit peu disparu pendant 7 ans. Vous parlez d'un parti qui ne pèse plus que 42 députés, qui ne fait que des scores souvent confidentiels ou en tout cas catastrophiques, élection après élection. Mais malgré tout, les choses en quelques mois ont quand même changé et ont redonné une sorte d'espoir à ce peuple de droite qui ne vote pas forcément pour les LR lors des élections. Ça peut voter pour la Macronie, un petit peu pour le RN, mais surtout pour ce bloc central, ce qu'il reste de la Macronie. Ça a changé. Michel Barnier, ce parti a fourni un Premier ministre, ça n'a pas duré longtemps, mais ce parti est quand même miraculé quand on voit le poids qu'il occupe aujourd'hui par rapport au nombre de parlementaires. Le futur est plein d'espoir. Je trouve que c'est un parti un petit peu ressuscité. Il y a eu Michel Barnier, et puis il y a, vous l'avez dit, il y a Bruno Retailleau, la superstar du gouvernement, des gouvernements, depuis la nomination non pas de François Bayrou, mais de Michel Barnier. Et c'est ça qui a fondamentalement changé, c'est que pour les gens de droite, vous disiez tout à l'heure que une partie des Français soutenaient les mesures proposées par Bruno Retailleau. Ce qui est intéressant de voir dans la structure de son opinion, c'est qu'il plaît aux sympathisants LR, il n'en reste plus beaucoup. Ça va s'améliorer, selon moi, dans les mois et dans les années qui viennent, mais il ne reste plus beaucoup. Mais quand vous voyez ce que pensent les gens du Rassemblement national ou les gens qui votent pour des candidats du bloc central macroniste, eh bien, il a capitalisé, il dispose aujourd'hui d'une très bonne image. Il y aura 90 jours, ou presque 90 jours de campagne, tout peut changer, tout peut évoluer, évidemment. Mais aujourd'hui, si les élections avaient lieu demain, évidemment que Bruno Retailleau serait l'archi-favori de cette compétition. Il y a une question qui va probablement être centrale dans cette élection, c'est celle de la participation en effet gouvernementale que vous venez d'évoquer. Et pour Laurent Wauquiez, c'est assez clair, on ne peut pas être à la fois chef de parti et ministre du gouvernement de François Bayrou. On va l'écouter, Laurent Wauquiez, c'était ce week-end sur BFM TV. Moi, je crois un scénario qui est complémentaire. Je crois un scénario dans lequel, au lieu de se diviser, on additionne. Et je pense profondément que dans l'organisation, parce que c'est ça la question, c'est comment la droite s'organise pour faire entendre sa voix. Ce que je pense, c'est qu'on a besoin de ministres au gouvernement, qu'on soutient, qui se battent pour avoir des résultats, et c'est très difficile. Et on a besoin au parti de quelqu'un avec une équipe totalement engagée dessus pour construire le projet de rupture dont on aura besoin. Alors Arthur Berda, on voit bien l'arrière-pensée, le double discours qu'on peut lire derrière ces propos de Laurent Wauquiez. Oui, d'autant plus que l'émission s'est poursuivie et Laurent Wauquiez est interrogé sur justement Nicolas Sarkozy qui lui avait fait ce cumul des mandats, si j'ose dire, entre la présidence de l'UMP et le ministère de l'Intérieur, après un petit aller-retour justement lié à ce cumul. Et Laurent Wauquiez explique en réalité que l'époque a changé, qu'aujourd'hui à la fois le défi en termes de sécurité et l'exigence, le rythme médiatique des déplacements, etc., sont tels que ce cumul n'est plus possible. Donc, si vous voulez, il est encore plus en difficulté lorsqu'il s'agit de critiquer ce cumul, alors que Nicolas Sarkozy l'avait lui-même fait. En réalité, Laurent Wauquiez, il est face à une double difficulté, à mon sens, c'est que moi, mon père m'a toujours dit on ne peut pas être et avoir été. Et en plus, Laurent Wauquiez, il a une deuxième difficulté qui est on ne peut pas être après avoir raté. Or, il a l'objectif de démontrer que oui, il peut avoir raté en 2019. On se souvient que Laurent Wauquiez, il a été président des Républicains, c'était jusqu'en 2019, et les européennes conduites à l'époque par François-Xavier Bellamy, comme ça a été à nouveau le cas, soldé par, je crois, 8,48% à la fin. Je parle sous le contrôle de Guillaume Tabar, qui est nettement plus expert que moi des chiffres, mais je crois me souvenir que c'était 8,48%. Et donc Laurent Wauquiez, au lendemain de cette claque électorale, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte la présidence des Républicains. Donc aujourd'hui, pour lui, c'est une revanche, c'est vouloir faire la démonstration que l'on peut être après avoir été, être après avoir raté. Et pour cela, ça suppose, oui, de cibler Bruno Retailleau, qui est son adversaire aujourd'hui. Bruno Retailleau, lui, il
il engrange, je vous l'avais dit, des soutiens pour l'instant, principalement chez les cadres. Laurent Wauquiez, lui, il veut faire la démonstration que à la bataille des soutiens, il répond par la bataille des adhérents qui, si peu nombreux soient-ils, une quarantaine de milliers pour l'instant, on verra, une quarantaine de milliers pour l'instant, on verra à combien est-ce que le corps électoral se termine, mais qu'il a la bataille, il remporte la bataille des adhérents, c'est son enjeu. La question qu'on se posait la semaine dernière, Guillaume, on en parlait d'ailleurs ensemble, c'est qui a déclenché les hostilités entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Et Wauquiez dit en fait que Retailleau n'a pas respecté le pacte, c'est le terme en tout cas employé par son entourage. En gros, à Wauquiez le parti, à Retailleau le gouvernement. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qui est affirmé là? Écoutez, ce partage des rôles serait crédible si Laurent Wauquiez n'avait pas lui-même souhaité entrer au gouvernement. Il ne faut pas oublier, vous parliez du gouvernement Barnier et du gouvernement Bayrou. Lors de la formation du gouvernement Barnier, Laurent Wauquiez veut rentrer au gouvernement, mais il veut rentrer à l'intérieur, précisément. Bon. Et c'est un point de friction. Retailleau va même jusqu'à dire, si ça pose vraiment un problème, moi je veux bien aller à Bercy et laisser Beauvau à Laurent Wauquiez. C'est Michel Barnier qui ne veut pas. Michel Barnier ne veut pas de Retailleau à l'intérieur. Il dit non, ne veut pas de Laurent Wauquiez, et il nomme Bruno Retailleau. Laurent Wauquiez, qui aurait pu avoir à Bercy, dit non, dans ce cas-là, je ne veux rien. Ensuite, lors du gouvernement Bayrou, Bruno Retailleau est maintenu à l'intérieur, mais ça, personne ne le contestait. Se pose à nouveau la question de Bercy pour Laurent Wauquiez. Il pourrait être tenté, mais il voudrait un Bercy avec un périmètre suffisamment large. Bref, ça n'aboutit pas. Et, in fine, il fait le choix de ne pas rentrer au gouvernement. Mais, vous voyez, c'est un choix par défaut. C'est-à-dire qu'il considère que les conditions n'étaient pas réunies pour avoir toute la place qu'il souhaitait au gouvernement. Mais d'emblée, il ne s'est pas dit « Ok, moi, je reste dehors pour m'occuper du parti ». Il voulait rentrer au gouvernement aussi. Donc, c'est pas... Bon. Ensuite, on le sait bien, en politique, il n'y a pas de pacte qui tienne. D'abord, il n'y a aucun document écrit, il n'y a aucune déclaration publique disant voilà comment on va s'organiser. La seule fois où il y a eu une vague répartition des rôles à droite, et Anne s'en souvient parce qu'on a vécu ça lorsque nous étions quelques années auparavant, déjà en service politique mais plus jeune, Chirac-Balladur. Chirac délibérément choisit de ne pas aller à Mathy en 93 pour préserver ses chances à la présidentielle, et dit, bon, Édouard Balladur sera notre candidat pour Matignon. Et puis la suite a montré que, et on voit ça un peu, c'est souvent des bons sondages. Tout le monde dit, le sondage, ça ne veut rien dire, ça. Bon, mais il n'empêche, c'est une réalité, j'ai dire, presque psychologique. Des bons sondages donnent des envies à ceux qui en bénéficient et créent de la jalousie chez ceux qui n'en profitent pas. Et c'est à quoi on assiste aujourd'hui entre Wauquiez et Retailleau. Et est-ce qu'on assiste à une bataille idéologique ou une bataille uniquement d'incarnation, selon vous, Stéphane Zumsteg, vous qui observez les traits de caractère, de personnalité des personnalités politiques? Quand on voit les prises de position de l'un comme de l'autre, notamment sur les questions régaliennes, sur ce qu'attend l'électorat de droite et ce qu'attend aussi le corps électoral forcément plus restreint qui s'exprimera dans 3 mois, c'est beaucoup plus évidemment un problème d'incarnation. Il n'y a pas de deux lignes idéologiques. Il n'y a pas une droite sociale Xavier Bertrand contre une droite plus régalienne Bruno Retailleau. C'est pas du tout ça. On n'est pas du tout là-dedans. D'ailleurs, ce qui est un petit peu le signe d'un appauvrissement de ce parti, c'est que les deux candidats sont un petit peu dans le même couloir de nage. Donc ça va se jouer sur une personnalité, mais pas que. Parce que se jouer sur la personnalité, il y a déjà, si vous voulez, je vous disais qu'aujourd'hui, évidemment, l'archi-favori, et tout ça va bouger, bien sûr, je le répète, l'archi-favori, c'est Bruno Retailleau, ne serait-ce que sur le style. Son côté apaisé, son côté serein, son côté courtois plaît énormément à cet électorat, mais plaît aussi, de manière générale, à une partie des Français, au centre et à droite, qui ont une envie d'apaisement, y compris dans le discours politique et dans la façon de parler. Et ça, c'est un peu différent de Laurent Wauquiez, qui n'est pas dans l'outrance, pas du tout, mais qui est, on le voit bien quand même depuis quelques jours, très énervé. Ça se devine au travers de ses positions. Après, sur l'incarnation, oui, la différence fondamentale, c'est qu'il y en a un qui est aux affaires. Il est ministre de l'Intérieur, il occupe le poste le plus stratégique qui soit, compte tenu du contexte actuel, compte tenu des attentes des électeurs du centre et de la droite, et c'est le ministre des faits divers aussi. C'est lui qui va s'exprimer tous les jours, qui aura l'occasion de s'exprimer tous les jours, de réagir, de faire des propositions, de manifester son indignation ou sa fermeté jour après jour, parce que l'actualité l'oblige et lui permet aussi de s'exprimer. Laurent Wauquiez sera plus, à mon avis, dans la discrétion, et ça, ce sont aussi des handicaps pour Laurent Wauquiez. Oui, Anne, derrière cette bataille d'incarnation dont on parle, il y a évidemment la question de la présidentielle de 2027 qui est au cœur de cette élection. Clairement, ils ont tous les deux envie d'être candidats à la présidentielle.
C'est ça ce qui se joue aujourd'hui. Et quand j'entends les deux couloirs de nage, ça me rappelle qu'on va faire les anciens combattants. C'est pas grave. Puisqu'on a suivi cette présidentielle de 95 qui était quand même exceptionnelle parce que Chirac, justement, était donné perdant avec des sondages dramatiques et que il avait le même positionnement qu'Édouard Balladur et que pour se différencier, il a pris un positionnement presque à gauche qui a surpris jusqu'à son propre électorat mais qui lui a permis d'être élu. Mais je reviendrai sur le discours de Wauquiez et sur le ratage évoqué tout à l'heure par Arthur. Moi, ce que je trouve ahurissant quand on parle de Laurent Wauquiez, c'est qu'on ne l'associe à rien, à aucune idée. Ça fait des années qu'il a le champ libre pour exprimer ses idées. Vous êtes d'accord ? Et je trouve qu'il n'est associé à rien. Enfin, pour le grand public, peut-être que quand on le suit de près, oui. Mais je suis désolée. C'est quand même regrettable. Il y a un mot qu'il a mis dans le débat et de manière assez... L'assistanat, voilà. Oui, mais c'était le cancer, mais c'était il y a... Ça commence à dater, hein, c'est vrai que... C'est vrai, parce que c'était justement à la fin de la présidence Sarkozy. Mais c'est quand même une thématique, en plus, qui rejoint aujourd'hui pas mal de débats actuellement sur ceux qui touchent des allocations, ceux qui travaillent, qui ne peuvent pas vivre leur travail. Donc, je suis d'accord avec vous sur le thème que c'est insuffisant par rapport à une identité politique globale. Bon, mais c'est quand même un thème qui est dans le débat. Qui peut être porteur, mais je trouve que ces dernières années, on l'a franchement très peu entendu. Il y a peu de marqueurs associés à... C'est d'ailleurs une stratégie qu'il avait revendiquée, qui était une mise en retrait après l'échec des Européennes de 2019, pour se concentrer sur sa région, Auvergne-Rhône-Alpes, à la tête de laquelle il a d'ailleurs été réélu aux dernières régionales en 2021. Sauf que là où je rejoins Anne, c'est que cette traversée du désert, il ne l'a pas mise à profit, ni pour se racheter auprès de l'opinion, qui, je parle sous votre contrôle, Stéphane Zumsteg, mais qui lui fait toujours le reproche d'être insincère, ou en tout cas de ne pas inspirer une certaine confiance et sincérité auprès des Français. Donc il n'a pas mis cette traversée du désert à profit, manifestement. On verra encore, et peut-être que la tendance peut s'inverser, et la campagne de 95 que vous avez citée montre bien qu'une tendance peut toujours s'inverser en politique. Et puis je voudrais d'un mot terminer sur Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, je voudrais quand même souligner, alors certes, il est aujourd'hui un nouveau Bruno Retailleau, sans refaire le coup du renouveau, c'est Bruno qui était Bruno Le Maire cette fois, et ça ne lui a pas porté chance, mais on a un nouveau Bruno Retailleau, mais qui, en réalité, a été candidat aux 2 dernières élections à la présidence des Républicains sur 2. Il était candidat déjà fin 2022, lorsqu'Éric Ciotti prend la tête du parti au lendemain de cette présidentielle catastrophique, moins de 5% pour Valérie Pécresse. Bruno Retailleau, il est déjà candidat pour prendre le parti. Donc si vous voulez, aujourd'hui, il est dans la réaffirmation d'une ambition qu'il a déjà exprimée il y a 2 ans, et qu'en fait, il avait déjà exprimé même après la défaite de François Fillon à la présidentielle de 2017, puisqu'il avait été celui qui avait repris le petit parti Force républicaine, cette petite structure dont François Fillon s'était servi pour créer son ascension. C'est Bruno Retailleau qui la récupère, qui en devient le président au lendemain de la présidentielle de 2017. Il est candidat en 2022 à la présidence des LR. Il échoue face à Éric Ciotti. Donc là, il l'est à nouveau. Donc il y a une certaine cohérence. Et puis j'en termine d'un mot pour répondre à ce qui était quand même votre question. Oui, tous les deux visent le pluriel pour finir au singulier. C'est-à-dire qu'ils sont candidats à la présidence des Républicains pour terminer au singulier à la présidence de la République. Donc on est parti pour 3 mois de campagne. Résultat mi-mai, ce qui a été annoncé. On aura probablement les dates précises ce soir. La grosse actualité de la semaine avant cela, c'est le Conseil constitutionnel et puis le vote au Parlement sur Richard Ferrand, qui a été choisi par Emmanuel Macron pour présider l'institution. Donc les 2 commissions des lois se réuniront mercredi pour avaliser ou non ce choix présidentiel. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce choix est loin de faire l'unanimité dans les oppositions. On regarde un petit magnéto. Et il faut être un peu sérieux, le Conseil constitutionnel, c'est pas là pour recaser les anciens amis ou les amis déchus d'Emmanuel Macron. Il faut allier compétence et indépendance pour être parmi les 9 sages donc du Conseil constitutionnel. Et on ne peut pas dire que la question de l'indépendance soit absolument certaine s'agissant de Richard Ferrand. Moi, je préférerais, sincèrement, qu'on nomme des gens qui soient très éloignés de la sphère partisane. C'est-à-dire qu'on nomme des professionnels du droit ou des gens qui n'aient pas eu d'engagement politique au sens partisan du terme. Alors Arthur Berda, je recommence avec vous. On voit qu'il y a un front qui est en train de se constituer contre Richard Ferrand. Vous qui suivez de très près la Macronie, quelle est l'ambiance aujourd'hui à 2 jours du vote? On transpire à grosses gouttes en Macronie. En réalité, Richard Ferrand, la présidence du Conseil constitutionnel, ça fait
un petit moment qu'il l'a en tête. Lorsqu'il est battu aux législatives de 2022, Emmanuel Macron le reçoit, hein, ils ont une relation très proche, hein, on vient de l'entendre. Emmanuel Macron le reçoit et lui dit « Oh, est-ce que ça te dirait de devenir mon conseiller ? Bon, moi, je te salarie à l'Élysée. » et puis, on voit comment les choses avancent. Richard Ferrand lui dit « Non, pas question. Moi, oublie tout ça. La seule chose qui pourrait éventuellement m'intéresser, c'est la présidence du Conseil constitutionnel. » Ils en parlent une fois en 2022. Il ne s'en était plus jamais reparlé depuis, jusqu'à ce que la dissolution repose la question du souhait ou non de Richard Ferrand de se relancer aux législatives de 2024. Il n'y est pas allé, toujours avec cette petite idée en tête. Et Emmanuel Macron lui a donné, en réalité, ce que Ferrand lui avait demandé une seule fois. Alors tout ce qu'on vient d'entendre, c'est absolument faux, hein. Jusqu'à présent, tous les présidents ont toujours, et Guillaume va en parler bien mieux que moi, ont quasiment tous nommé des proches. Chirac et Debré, Hollande, Fabius. Absolument. D'ailleurs, on parle. Roland Dumas, Mitterrand. Et Robert Badinter d'abord. Entendre Sébastien Chenu dire qu'il ne voudrait que des professionnels, c'est un petit peu cocasse dès l'instant où Sébastien Chenu, par exemple, nous explique que tous les magistrats sont de gauche et que donc la justice ne peut pas être exercée correctement puisque les magistrats sont de gauche. Donc si vous voulez, il trouve des arguments qui en réalité ne répondent pas à la réalité. Ce qu'il se passe, et je vais terminer là-dessus, c'est un calcul, c'est un peu technique, hein, la désignation d'un. Alors expliquez-nous rapidement quand même, c'est important. C'est ce que Nicolas Sarkozy a introduit par sa réforme constitutionnelle de 2008. Jusqu'à présent, le président, il choisissait qui il nommait au Conseil constitutionnel. Désormais, c'est soumis au Parlement. Donc Gérard Larcher, le président du Sénat, a fait un choix qui doit être validé, ou en tout cas sur lequel la commission des lois a pouvoir de veto au 3/5. C'est-à-dire que dès l'instant où il n'y a pas les 3/5 de la commission des lois du Sénat qui s'y opposent, le choix est validé. Idem à l'Assemblée pour la candidate de Yael Braun-Pivet, Laurence Vichnievsky. Dès l'instant où les 3/5 de la commission des lois ne s'y opposent pas, elle est validée. Pour Richard Ferrand, c'est un petit peu différent. Il va y avoir la commission des lois du Sénat, puis la commission des lois de l'Assemblée, l'inverse d'ailleurs, d'abord celle de l'Assemblée, puis celle du Sénat, qui vont voter, et c'est le cumul des deux qui donnera pouvoir de veto à ces parlementaires. Autrement dit, si X plus Y, il faut atteindre les 3/5 de la somme pour que Richard Ferrand, sa candidature, soit censurée, si j'ose dire, à la tête du Conseil constitutionnel. Et c'est un scénario qui, initialement, semblait un peu fou, et qui, plus les jours passent, plus semble se préciser. Autant dire, Guillaume, que Richard Ferrand a besoin des voix des Républicains pour passer. Et on a vu ces derniers jours que Laurent Wauquiez, il y a plusieurs voix quand même assez importantes aux Républicains qui émettent des doutes assez importants sur la candidature de Richard Ferrand. Est-ce que ça va être déjà un des enjeux de cette campagne naissante de la présidence? Vous le soulignez à juste titre, il a besoin des voix LR. Ouais. Il a également besoin, il a aussi besoin du non-veto des représentants du Rassemblement national au sein de ces commissions des lois, parce que Arthur vient de nous faire un excellent cours très clair de sciences politiques. Il faut ajouter juste maintenant, pour ajouter la tambouille politique à la science politique, c'est que jusqu'à présent, cette révision Sarkozy, elle ne posait pas de problème avec des assemblées, avec des majorités claires. C'était le cas sous Hollande, c'était le cas sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Là, aujourd'hui, comme il n'y a plus de majorité claire, on voit bien qu'il peut y avoir des majorités contraires, des majorités contre. C'est le risque aujourd'hui. Bon, à travers tout ça, je pense qu'il y a un débat de fond, déjà, qui est qu'est-ce qu'on attend du Conseil constitutionnel, et notamment de son président, mais de tous les membres, parce que on parle du président, mais il faut bien voir que le président du Conseil constitutionnel n'a de voix majeure, si j'ose dire, qu'en cas d'égalité parfaite au sein du Conseil, ce qui est quand même assez rare. Sinon, il vote au même titre que les autres. Donc, toute nomination est importante. Bon. Mais un certain nombre de gens, et Arthur le soulignait concernant le Rassemblement national, mettent en cause et se plaignent d'un supposé ou d'un risque de gouvernement des juges. Bon. Je pense que le meilleur antidote à un gouvernement des juges, c'est qu'une assemblée constitutionnelle, comme c'est notre Conseil, soit précisément composée de politiques. Richard Ferrand était président de l'Assemblée, comme Laurent Fabius l'était, comme Jean-Louis Debré l'était. Donc ce sont des gens qui savent ce que c'est que faire la loi, et qui savent ce que c'est que la légitimité des politiques pour faire la loi. Bon. Et je pense que c'est une garantie contre des juges qui voudraient ainsi s'y opposer. Ensuite, l'argument du copinage, c'est vrai qu'il n'est pas nouveau. L'un des premiers présidents, enfin le deuxième président du Conseil constitutionnel, Gaston Palecki, c'était ce qu'on appelait un baron du gaullisme. Vous savez, au début, les plus proches de De Gaulle, on les appelait les barons. Bon, il y avait un club de 7 barons, ils n'étaient pas très nombreux, donc c'était vraiment les fidèles entre les fidèles, qu'a fait De Gaulle. De Gaulle, soi-disant au-dessus de toutes les partisans, il a nommé l'un de ses plus proches, un baron. Et c'était le cas jusqu'à présent. Et ensuite,
ne faut pas oublier qu'aussi que la fonction fait l'homme. Bien sûr, au départ, Jean-Louis Debré, il est nommé parce que c'est un copain de Chirac et que Sarkozy va être élu président de la République et que Chirac dit, bon, quand même, on va le surveiller, le petit. Hein, donc, il lui met Debré. Debré, il se coule dans la fonction. Bon. Et il devient, alors il avait sans doute sa logique, magistrat aussi. Et en plus, Jean-Louis Debré, effectivement, avait été juge d'instruction, donc il avait une légitimité. Bon. Et Jean-Louis Debré, il lui est revenu de mettre en œuvre la plus grande révolution juridique récente, qui est la fameuse question prioritaire de constitutionnalité. Donc c'est un choix de Sarkozy. Et ben, on a vu que Debré, nommé par Chirac, pour faire bref, pour emmerder Sarkozy, a mis en œuvre une réforme de Sarkozy. Donc vous voyez, une fois qu'on est dans la fonction, les amitiés anciennes s'effacent un peu. Qu'en sera-t-il de Richard Ferrand? On le verra. D'abord, il faut effectivement qu'il soit élu, mais voilà, il ne faut pas juger uniquement les individus sur leur parcours passé. Ça compte, évidemment, on ne vient pas de nulle part. Mais on est beaucoup plus la fonction que l'on va exercer que les amitiés que l'on a eues jusqu'à présent. Stéphane Zumsteg, c'est votre position là-dessus. C'est un mauvais procès dont est victime Richard Ferrand aujourd'hui? De mon point de vue, oui, parce que vous venez de le dire, rien de neuf sous le soleil. Le Conseil constitutionnel a toujours été composé en majorité de politiques. Et quand c'était des juristes, ou présentés comme des juristes, c'était la plupart du temps, par exemple, des conseillers d'État qui avaient fait une grande partie de leur carrière dans des cabinets ministériels, donc qui étaient étiquetés politiques et qui avaient mené une carrière professionnelle à l'ombre soit de politiciens de gauche, soit de politiciens de droite. Et pour compléter ce que vous disiez, c'est pas parce que vous êtes un président issu de la gauche ou du centre ou issu de la droite que vous allez prendre des décisions de droite, de gauche ou du centre. C'est Jean-Louis Debré qui invalide les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle. C'est Roland Dumas qui valide les comptes de campagne de Jacques Chirac un peu avant, alors que, très honnêtement, d'un point de vue constitutionnel, Jacques Chirac était allé beaucoup trop loin, financièrement parlant. Oui, on n'est pas sur le modèle de la Cour suprême américaine, qui est à l'inverse très politisée. Malgré tout, c'est un autre problème, c'est qu'en France, la classe politique a fait le choix de critiquer de plus en plus cette institution. Aux États-Unis, on parle beaucoup de la Cour suprême. En France, on parle beaucoup de la Cour suprême américaine. En parlant, il y a un nouveau juge de droite, un nouveau juge de gauche, un nouveau juge ultra-conservateur, la majorité de telle sorte, peut-être, mais ce sont des magistrats dont les compétences ne sont jamais remises en cause. C'est totalement différent. Ici, vous avez un procès à chaque fois en intention, et surtout parce que c'est Richard Ferrand, et parce que c'est le signe de l'affaiblissement du président de la République. Ouais. Si Emmanuel Macron, si on en était encore qu'au premier quinquennat, il n'y aurait pas cette levée de bouclier. Évidemment qu'à gauche, la France insoumise protesterait, le RN peut-être aussi protesterait, mais dans ce bloc des partis dits de gouvernement, on n'entendrait pas une mouche voler, parce que tout ça est un petit peu normal. Le vrai changement, c'est que de plus en plus, les hommes politiques, et je ne parle pas que des partis les plus radicaux de gauche ou de droite, critiquent et remettent en cause des décisions, y compris des décisions récentes du Conseil constitutionnel. Et ça, c'est nouveau. Regardez le projet de loi, la réforme, enfin la loi sur l'immigration, qui a été en partie censurée, en grande partie censurée par le Conseil constitutionnel. On en revient à Laurent Wauquiez. Rappelez-vous des propos d'un certain nombre de leaders de la droite républicaine, de ces partis dits de gouvernement, notamment Laurent Wauquiez, en disant c'est inacceptable, ce sont des décisions politiques. Avant, ça ne se faisait pas, en tout cas dans ces partis-là. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, des hommes politiques, des femmes politiques, qui remettent en cause les décisions de l'institution qui, a priori, devrait être dans notre système politique la plus respectée. Est-ce qu'il risque de payer les pots cassés, Richard Ferrand, l'affaiblissement d'Emmanuel Macron, qui risque de rejaillir justement sur cette candidature? Alors, je ne connais pas assez bien la géographie politique comme Guillaume et les équilibres en jeu en ce moment pour donner un avis tranché. C'est probable effectivement qu'il en pâtisse, mais qu'il soit élu ou que ce soit un autre, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, Guillaume disait que Jacques Chirac avait nommé Jean-Louis Debré pour surveiller Nicolas Sarkozy président. Là, le futur président, c'est peut-être Marine Le Pen. Donc c'est un contexte qui si cette élection a lieu, sera particulier. Donc le rôle du Conseil constitutionnel sera encore plus important qu'en temps normal, quand même, parce que ce sera une première, si jamais ça arrive. Donc moi je pense que c'est ça qu'il faut regarder, la personnalité de Ferrand. Effectivement, je suis incapable de dire aujourd'hui s'il peut être élu ou pas, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir de revenir à ce qui est le travail même du Conseil constitutionnel, qui est quand même celui qui juge aussi de la possibilité des lois de passer ou pas. Donc enfin, ça sera un rôle déterminant. D'ailleurs, Laurent Fabius, j'allais dire Laurent Wauquiez, Laurent Fabius a d'ailleurs, vous avez raison de le dire, celui ou celle qui sera président du Conseil constitutionnel mercredi,
En réalité, son mandat va couvrir la prochaine élection présidentielle, celle qui pour l'instant est prévue en 2027, mais aussi la suivante, celle à laquelle Emmanuel Macron n'exclut pas peut-être de revenir, en 2032. Je ferme la parenthèse Macron, je reviens à 2027. Si Marine Le Pen est élue, Laurent Fabius, en réalité, il a déjà tenté, vous avez raison de le dire, de créer une jurisprudence. C'était dans l'entre-deux tours des législatives anticipées, ou juste avant le premier tour. Laurent Fabius, il a pris la parole, ce qui est assez rare chez lui, dans Le Monde, pour expliquer que la préférence nationale, qui à l'époque était l'un des thèmes dont on débattait beaucoup dans le programme de Jordan Bardella, qui, souvenez-vous, était censé devenir le Premier ministre de la France, Laurent Fabius prend la parole dans Le Monde pour dire que la préférence nationale n'est pas constitutionnelle. Et donc, je rejoins Anne Fulda, il y a aussi un enjeu, à la fois sur la personne, mais aussi sur le fond, sur l'attitude qui va être celle du Conseil constitutionnel en cas d'accession au pouvoir. En 2027, c'est une présidentielle, si c'est Marine Le Pen. Avant, s'il y a une nouvelle dissolution des législatives anticipées qui donne une majorité au RN, il va y avoir un enjeu de positionnement pour le Conseil constitutionnel vis-à-vis du Rassemblement national. Et cette élection se fait à l'ombre de cet enjeu-là. Et je termine d'un mot, c'est que Richard Ferrand, de ce point de vue-là, il est loin d'être un sympathisant du Rassemblement national. En revanche, lorsqu'il a été président de l'Assemblée nationale entre 2018 et 2022, il était globalement apprécié sur tous les bancs. Alors, il avait un peu de mal avec les Insoumis, mais ça, il n'est pas le seul, on ne va pas lui jeter la pierre. En revanche, il était plutôt toléré par les troupes de Marine Le Pen et par Marine Le Pen elle-même, parce qu'il était respectueux du suffrage et des élus de la nation. Et tellement d'ailleurs qu'il n'est intervenu qu'une fois, et je termine d'un mot, depuis la dissolution, c'est que lorsque Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, qui lui a succédé en 2022, donc on peut imaginer que les relations avec Richard Ferrand ne sont pas excellentes, hein. On n'aime jamais vraiment trop son successeur, mais Richard Ferrand est intervenu au lendemain de la dissolution, lorsque Yaël Braun-Pivet a écarté le Rassemblement national des postes clés de l'Assemblée, notamment des vice-présidences. Richard Ferrand est intervenu, il a décroché son téléphone pour faire savoir et à Yaël Braun-Pivet et à Emmanuel Macron qu'il n'y avait pas en France de sous-députés et que donc il fallait respecter chaque député de la nation comme les autres et que sous son règne à lui, c'est-à-dire 2018-2022 à la tête de l'Assemblée, il y avait 2 vice-présidences RN, non pas parce qu'il en était un sympathisant, mais tout simplement parce que c'était normal. Alors on va aborder le dernier sujet de cette émission, il concerne François Bayrou qui vient de souffler ses 2 mois à Matignon et il survit malgré tout. Il vient de passer donc l'épreuve du budget. Il survit donc aux multiples motions de censure qui ont été déposées à son encontre. Guillaume, est-ce que Bayrou est en train de gagner son pari politique ? Quel est le pari de François Bayrou ? De durer. Alors, si effectivement le pari c'est de durer, très bien, mais c'est un piètre pari. Je veux dire que en général, le but d'un responsable politique, c'est plutôt de faire des choses, hein, de faire avancer le pays, de faire ça. Bon, c'est pas juste de durer pour durer. Or, je pose la question avec un peu d'ironie, parce que précisément, on a le sentiment que son but premier, pour l'instant, c'est effectivement de durer. Alors, vous me direz, la durée est la condition préalable à l'action. Bon, s'il avait été censuré, on ne parlerait plus de rien. Donc très bien. Donc de ce point de vue-là, c'est une satisfaction pour lui parce qu'il a pu échapper à cette censure. Cette censure, il va sans doute échapper à celle de mercredi déposée par le PS sur fond de débat sur la fameuse submersion migratoire. Le RN ne va pas la voter. Bon, le RN ne va pas la voter, donc elle ne sera pas votée. Et maintenant, alors. Il y aura un rendez-vous important sur les retraites. Et on aura envie de se projeter déjà dans le budget d'après. On dirait, il est tranquille jusqu'au budget d'après. Non, il est, je pense, en sursis jusqu'au débat sur les retraites. Et là, de manière, de mon point de vue, un peu imprudente, il a offert à la gauche le moyen de le mettre en difficulté et voire de le faire tomber sur les retraites. Pourquoi ? Parce que pour essayer d'obtenir l'accord du PS sur une non-censure du budget, il a dit il faut qu'on puisse rediscuter de en disant mais on discute de tout, il n'y a aucun tabou, mais bien sûr à l'arrivée, il faut que l'équilibre soit respecté, on ne fera rien qui remette en cause l'équilibre budgétaire. Bon. Sauf que, acculé par le PS, il a admis que, en toute hypothèse, c'est-à-dire qu'accord ou pas accord lors de ce fameux conclave, le Parlement aurait à débattre de ce sujet. Or, le jour où la question des retraites revient à l'Assemblée, on ne maîtrise plus rien, ou plus exactement, on a la quasi-certitude que le bloc de toute la gauche, plus le Rassemblement national, seront prêts à se mettre d'accord pour faire tomber la réforme Borne, sans se soucier d'équilibre budgétaire qu'il soit.
Bon, donc, ou de faire tomber François Bayrou si François Bayrou a jusqu'à engager sa responsabilité. Donc là, il y a un vrai danger. Vu les délais fixés pour le conclave, on est maintenant sur la fin du printemps. Voilà, donc Bayrou a sauvé sa tête. Jusqu'à quand là. Bon, mais l'avenir n'est pas encore acquis. Stéphane Zumsteg, ça pose la question du capital politique et également de notoriété, de popularité dans l'opinion. Où en est François Bayrou à ce niveau-là? J'ai vu dans un sondage ce week-end réalisé par l'IFOP qu'il était en petite hausse. Comment vous percevez grande hausse. Et alors, vous allez nous donner peut-être des chiffres sur Ipsos. Disons qu'il avait bien mal commencé. Bien mal commencé dans l'opinion, parce que quand même, il n'y avait même pas 30% des Français qui approuvaient sa nomination. Alors même qu'il était là pour essuyer pour, quelque part, prendre la place de quelqu'un qui avait essuyé les plâtres, en l'occurrence Michel Barnier. Il commençait très mal parce que, quelque part, il était le symbole de la persistance, de la surdité ou de la cécité d'Emmanuel Macron, tout en voulant à nouveau, après la chute de Michel Barnier, de nommer un des siens. Michel Barnier n'était pas un membre du socle, enfin de la majorité macronienne évidemment, mais en tout cas pour les gens d'extrême droite comme pour les gens de gauche, c'était une fois de plus la manifestation, la seconde manifestation en quelques semaines de son refus d'accepter le verdict des urnes lors des législatives anticipées. Donc quelque part il partait avec handicap. Après il y avait eu les bourdes, Mayotte, le déplacement au conseil municipal de Pau, mais entre-temps, je ne sais pas si on peut dire que les Français approuvent la méthode Bayrou, je ne sais pas s'il y a une méthode Bayrou, moi j'en doute personnellement. Oui, il échappe aux balles, il échappe aux motions de censure. Et pour l'instant, ça marche, mais il n'y a pas de bienveillance à l'égard de François Bayrou. Il est là pour faire le job. Les Français ne voulaient pas d'une deuxième censure, voulaient de la stabilité, en tout cas voulaient d'un budget, parce qu'on s'orientait vers un chaos. C'est peut-être exagéré d'employer ce terme, mais en tout cas c'était l'impression qu'avaient les Français. Donc il échappe à ça. En termes d'image, François Bayrou, il a un énorme problème. Ouais. Il est là depuis des décennies. Il a été candidat à la présidentielle. J'ai envie de dire 3 fois et demi, en 3 campagnes et demie, la dernière étant interrompue par son ralliement. Il a eu le temps d'irriter des gens de droite comme des gens de gauche. On connaît la détestation de toute une partie des sympathisants des partis de droite à son égard, compte tenu de ses choix lors des présidentielles précédentes. À gauche, il n'est pas populaire non plus. Il n'a aucune popularité aujourd'hui parmi les sympathisants du Parti socialiste. C'est pas parce que les sympathisants du Parti socialiste, les sociodémocrates approuvent la politique actuelle de non-censure du PS qu'ils aiment bien François Bayrou. Ce serait vraiment se tromper. Il a un capital qui est extrêmement réduit, qui se limite évidemment au socle commun, surtout aux sympathisants d'Emmanuel Macron et des précédents gouvernements. Même à droite, il n'est pas très populaire. Il n'est pas populaire non plus auprès du Rassemblement national. Mais malgré tout, c'est pas parce que vous n'aimez pas Bayrou que vous voulez sa chute dans le contexte très particulier qui est le nôtre aujourd'hui. Donc oui, il survit, il échappe aux balles. Vous avez raison de souligner cette échéance des négociations ou des discussions sur la réforme des retraites, parce que ce qui manque encore au Parti socialiste, c'est une victoire éclatante, c'est une concession remarquable, pour reprendre les termes d'Olivier Faure. Le PS a joué le jeu en obtenant des semi-victoires, mais des victoires défensives. C'est-à-dire que le gouvernement a reculé sur certaines choses. Les 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale, le non-remboursement de certains médicaments, les 3 jours de carence dans la fonction publique. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore ce trophée qui manque tant au Parti socialiste. Et le PS, il a pris un énorme risque, il a brûlé les vaisseaux. Si ça devait mal se passer sur la réforme des retraites, il serait contraint de revenir au bercail pour des raisons électorales évidentes, et il censurerait. Alors c'est vrai, Anne, qu'on a un peu du mal à voir la colonne vertébrale de François Bayrou et de son gouvernement. Il laisse beaucoup de liberté à ses ministres. Et je voudrais qu'on s'arrête quand même sur la méthode Bayrou que vous avez abordée. Il y a Jean-Louis Bourlange, qui est quelqu'un qui connaît très bien François Bayrou, qui dit dans Le Parisien, il a un côté Colombo, François Bayrou, comme l'inspecteur. Il fait exprès de ne rien comprendre face à ses interlocuteurs, et ça marche. Est-ce qu'il y a un peu de ça chez François Bayrou ? Il y a un peu de ça. Moi, je me souviens d'une phrase qu'il avait sortie à propos de Chirac. Il avait dit « c'est un président plastique ». En fait, François Bayrou est tout à fait plastique. C'est un qualificatif qui lui convient très bien. Il est plastique, c'est l'homo politicus, 5e République, début 5e, c'est-à-dire que là, il avance, il est un peu immobile à grands pas, quoi. Il fait du vent, des grandes phrases, mais c'est vrai que le contexte est très particulier. C'est vrai que il est arrivé, quand je repense par exemple à la manière qui a été évoquée dont il s'est fait nommer, c'était au bout d'un bras de fer politique, il s'est imposé à Emmanuel Macron. Donc c'est pas sur un programme, c'est sur qui il est et sur ce qu'il pouvait apporter comme équilibre politique et surtout ce qu'il pouvait entraîner comme dégâts politiques s'il n'était pas nommé Premier ministre. C'est quand même c'est ahurissant. Donc
Pour moi, c'est ça. Bayrou, il a quelques idées phares, une méthode qui finalement permet, comme disait Guillaume tout à l'heure, de durer. La colonne vertébrale, je ne sais pas trop. C'est de l'habileté ou une certaine forme de faiblesse, selon vous, Arthur Berdras, je crois que Guillaume tout à l'heure disait que c'était un piètre pari si son seul pari était de durer. Mais je crois qu'en réalité, vous avez raison, c'était une question orale. On sait très bien que le seul pari de François Bayrou, c'est de durer. Il n'a pas. Il s'en cache. Non, il avait regardé. Il avait une marotte, François Bayrou, c'était les comptes publics. Il a été l'un de ceux qui a tiré le premier la sonnette d'alarme en France sur le sujet, au point même d'axer une campagne présidentielle entière sur ce sujet. On a connu plus sexy quand même comme thème de campagne. Eh bien, François Bayrou, qui avait fait le pari de faire sa campagne là-dessus, aujourd'hui, les comptes sont dans le rouge. Et avec qui est-ce qu'il construit son budget? Avec les rouges, précisément. Donc, si vous voulez, il a montré qu'il avait renoncé sur le fond à tout pari en termes d'action. Son seul pari, c'est de durer. Et pour cela, François Bayrou, en revanche, il est expert. Il est capable de discuter avec Bruno Retailleau et avec Olivier Faure. Il est capable de réinstaller François Hollande en tête du hit-parade politique. Aujourd'hui, François Hollande est devenu le sauveur de François Bayrou. Il lui rend l'appareil de 2012 lorsqu'il a appelé à voter pour lui face à Nicolas Sarkozy. Et en cela, François Bayrou est habile. En revanche, là où il est plus malhabile, et on va sans doute en reparler, je crois, c'est sur la compréhension de l'époque qui est la sienne. Et à la fois, je vais prendre deux exemples pour cela. Mayotte en début de mandat et aujourd'hui Bétaram. Mayotte, il ne comprend pas que l'émotion populaire exige qu'il s'y rende, ou en tout cas qu'il s'y intéresse, et il explique qu'en réalité, il a plutôt un conseil municipal à Pau qu'il doit absolument présider, puisque doit y être voté un budget, qu'il est impossible de décaler ce conseil municipal, et donc il fait le choix, au mépris de l'émotion du pays, de se rendre à Pau pour présider ce conseil municipal, et ça lui coûte, je crois, à l'époque, des points dans l'opinion. Et puis là, il y a cette affaire Bétaram. On va en parler. À mon sens, on va en parler, mais qui, à mon sens, est symptomatique de deux aspects. Le premier, c'est que François Bayrou a cru qu'il suffisait de donner des gages à la gauche de leur montrer Patrose pour qu'ils reconnaissent Patrose. Mais non, en fait, en réalité, aujourd'hui, ceux qui sont les plus vindicatifs contre lui, c'est précisément la gauche, les Insoumis et le Parti Socialiste en tête. Et puis, il y a la deuxième dimension qui est que François Bayrou, il faut qu'il comprenne que lorsqu'il s'exprime, il ne peut pas dire ce qui lui passe par la tête en considérant que les approximations, aujourd'hui, on peut encore les faire comme on pouvait les faire il y a 10, 15, 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, les paroles de François Bayrou, à plus forte raison lorsque l'on est Premier ministre, elles ont un poids et un sens. Et donc, lorsque l'on dit qu'on ne savait pas quelque chose, si la démonstration est faite derrière, que l'on le savait à peu près, qu'on avait été informé de près ou de loin, aujourd'hui, ça n'est plus possible. Et ça, François Bayrou, il doit le comprendre s'il veut durer, parce que ses nouveaux copains du nouveau Front Populaire ne lui feront pas un seul cadeau là-dessus. Alors, vous évoquez en effet l'affaire Bétaram, du nom de cet établissement scolaire près de Pau, qui a été le théâtre de dizaines de faits présumés de violences et de viols sur des dizaines d'années. Les enfants de François Bayrou étaient scolarisés dans cet établissement, sa femme également enseignait dans cet établissement. Et puis, donc, François Bayrou, la semaine dernière, a dit qu'il ne savait rien de cette affaire. On l'écoute, c'était à l'Assemblée nationale. Les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que évidemment, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Comment vous analysez cette prise de parole, Stéphane Zumsteeg? Est-ce que cette affaire peut porter un préjudice politique à François Bayrou? En tout cas, là, il prend un ton solennel. Si à un moment donné, preuve est faite qu'il était au courant de quoi que ce soit, il est condamné. Très honnêtement, je ne vois pas comment il pourrait rester. Il prend tellement d'engagement. Ça me rappelle François Fillon avec qui imagine le général de Gaulle mis en examen. C'est exactement la même chose. Je n'ai absolument aucune idée de la réalité, évidemment. Mais là, on voit bien qu'il a été très clair. Je n'étais au courant de rien. Si, malgré tout, preuve devait être faite à un moment donné, qu'il savait, sans savoir, qu'il savait un petit peu, il se trouverait, selon moi, dans une situation très très compliquée. Après, vous parliez tout à l'heure de sa communication, c'est vrai, il y a toujours cette impression, non pas de désinvolture, quand même, mais parfois, ou si peut-être de désinvolture ou d'impréparation sur un sujet comme ça. Vous avez des professionnels de la politique, je pense que Gabriel Attal, qui a été un de ses prédécesseurs immédiats, qui est un pro de la com, aurait réagi différemment. Il y a toujours laissé le temps du poison quelque part, parce que ce n'est pas si grave, parce que je n'y suis pour rien, et très certainement, là encore je n'en sais rien, n'y est-il pour rien, et peut-être que ne savait-il rien, mais malgré tout, quand
une affaire aussi sensible survient et où votre nom est mis en cause sur la non-communication ou la non-réaction à un moment donné, il a été ministre de l'Éducation nationale. Ça aussi, c'est un poids quelque part pour lui. Aujourd'hui, si vous ne réagissez pas immédiatement, eh bien le doute s'instille et c'est un vrai problème. Moi, c'est pas que ça me choque, mais ça me surprend toujours chez lui, c'est finalement sa bonne parole est là pour régler les choses. C'est pas très grave, je peux attendre demain, je peux encore attendre après-demain et je m'exprimerai sur ce sujet. Mais sur ces sujets-là, on ne peut plus. On n'est pas dans les années 80 ou 90. Guillaume, il y a évidemment aussi un contexte politique avec des insoumis qui sont très revendicatifs sur cette affaire. Alors, François Bayrou a rattrapé un peu le coup, entre guillemets, en se rendant ce week-end à Pau au chevet des associations, des familles de victimes. Est-ce que, selon vous, cette affaire va finalement s'éteindre? Concernant le fond de l'affaire lui-même, il y a eu effectivement, je pense, une imprécision d'expression lors de réponses à l'Assemblée nationale, qu'il a corrigé samedi lors de sa rencontre avec les associations de victimes, en tout cas de ceux qui avaient porté plainte pour faits de violence dans cet établissement. Les responsables de ces associations ont qualifié cette rencontre de moment historique et se sont dit pleinement satisfaits des engagements pris par le Premier ministre. Et moi, ce qui me frappe, c'est que eux, c'est-à-dire que les premiers, pour ne pas dire les seuls vraiment concernés, qui ont leur mot à dire dans cette affaire, c'est-à-dire les victimes elles-mêmes, ne cherchent pas du tout un procès politique contre François Bayrou. Alain Esquer, qui est leur porte-parole, au contraire, a pris acte des propositions et n'instruit pas une polémique politique à l'égard de François Bayrou sur ce thème. Ceux qui le font, ce sont les insoumis. Bon, à mon avis, il y a 3 raisons simples. C'est qu'on sait bien que les insoumis, ils veulent à tout prix faire tomber Bayrou. Ils ont essayé la motion de censure, ça n'a pas marché. Du coup, ils prennent tous les moyens, y compris celui de l'instrumentalisation d'une affaire comme celle-là. Ensuite, il y a un député précis qui mène la charge contre François Bayrou sur ce point, c'est Paul Vannier. Paul Vannier, il s'est spécialisé dans la surveillance des établissements privés sous contrat. C'est la bête noire des insoumis et d'une partie de la gauche, pour qui veulent dézinguer l'établissement sous contrat. Bon. On se souvient que déjà, après les sacrées maladresses, on va dire, d'Amélie ou d'Acastera sur l'établissement Stanislas, les insoumis avaient fait fond sur cette polémique pour dire, voyez, il y a un problème avec l'enseignement privé. Deuxième point. Enfin, ne soyons pas naïfs, c'est un contre-feu facile au moment où plusieurs élus LFI sont, eux, non pas l'objet de soupçons concernant est-ce qu'ils auraient su, pas su, mais qui sont eux-mêmes concernés, voire condamnés, dans le cas de Stéphane Delegue, condamnés pour des faits de violence. Sébastien Delegue, contre des faits de violence contre un proviseur et contre un CPE d'établissement scolaire. Bon, mais évidemment, attirer l'attention sur François Bayrou, ça permet qu'on ne parle pas du reste. Alors, bien sûr, il y a un enjeu de communication sur l'affaire Betaram proprement dit, mais il ne faut pas être naïf sur l'instrumentalisation politique aussi de cette histoire. Alors on va passer à la dernière partie de cette émission sur les coups de cœur et les coups de griffe donc de nos invités. On va commencer avec vous, Arthur. Votre coup de cœur. Mon coup de cœur, il va à Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, pour les amateurs de football qui nous regardent ou qui nous écoutent, qui a annoncé ce week-end, c'était sous la plume de mon collègue Baptiste Després du service des sports, qui a annoncé sous sa plume qu'il réfléchissait, c'est son expression, à se présenter au municipal, à la mairie de Lyon, sa ville. Pourquoi est-ce que j'en fais mon coup de cœur? Parce que après un mandat marqué par les frasques de l'actuel maire, Grégory Doucet, écologiste, qui s'était notamment opposé, alors en tout cas, à ce que sa ville soit une ville-étape du Tour de France, et donc qui s'était en tout cas fait entendre comme l'un des opposants au Tour de France, qui son mandat a été marqué par une insécurité chronique et quotidienne dans certains quartiers, et celui, pour ne citer que celui que tout le monde a en tête, qui est la Guillotière. Et donc, si vous voulez, après un mandat marqué par tous ces contre-événements, si j'ose dire, avoir l'une des personnalités qui a contribué au rayonnement de la ville par son club de foot, et croyez-moi, c'est un Marseillais qui le dit et ça me coûte, quelqu'un qui a participé au rayonnement de sa ville, qui réfléchit à s'engager, des personnalités de la société civile qui réfléchissent encore à s'engager pour leur ville et pour leur territoire, je trouve ça plutôt heureux. Rapidement, un coup de griffe. Très vite, pour François Bayrou, on vient d'en parler, coup de griffe pour François Bayrou qui, on l'a dit, son principal pari c'est de durer, c'est un habile politiquement et qui donc est prêt à sacrifier un sujet de fond, là encore, le texte sur le narcotrafic, tout juste voté à l'unanimité au Sénat, qui devait arriver prochainement à l'Assemblée nationale. Et bien ce texte pourrait être sacrifié sur l'autel
du tripatouillage électoral, puisque François Bayrou a décidé qu'il était urgentissime de réformer la loi PLM, vous savez, la spécificité électorale à Paris, Lyon et Marseille, pour les municipales encore. Et donc, il est urgentissime pour François Bayrou de modifier absolument cette loi dans un délai très court. Et donc, la loi PLM, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, pourrait passer avant celle sur le narcotrafic. Et ça me paraît plutôt inquiétant. Anne Fulda, on passe à vous, votre coup de cœur de la semaine. Alors, coup de cœur, c'est une initiative qui a lieu demain, qui est une soirée organisée par Gallimard et Alima, l'Institut du monde arabe, en hommage à, enfin pas en hommage, enfin pour soutenir Boualem Sansal, cet écrivain franco-algérien qui est détenu en Algérie depuis le mois de novembre. Donc c'est une soirée qui réunira pas mal d'écrivains français. Et je trouve que c'est une initiative qui est la bienvenue, alors que on n'a pas entendu énormément de voix pour dénoncer cette détention, et cette arrestation et cette détention dans la classe politique, comme chez les intellectuels français. Il n'y a pas eu beaucoup de voix. D'un mot, je crois que notre collègue, d'ailleurs, le directeur du Figaro littéraire, Étienne de Montetti, participera à cette soirée. Il y aura notamment Étienne et de nombreux écrivains, et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Il faut le rappeler, en effet. Votre coup de griffe. Et mon coup de griffe, c'est... en fait, c'est plutôt un sentiment général, cette impression que dans une situation internationale qui est pour le moins inquiétante, quand on voit ce qui s'est passé à la conférence de Munich, les déclarations de Vance, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, une absence totale, enfin presque, de considération internationale dans le discours de nos leaders. Bon, je mets à part Emmanuel Macron qui a pris le lead, mais par exemple, ceux qui concourent à la présidence de LR, certes, les enjeux nationaux sont évidemment importants, mais quand même, on est dans une situation qui est particulièrement instable, et je trouve qu'il n'y ait aucune parole sur ce qui se passe hors de France aujourd'hui, c'est quand même assez inquiétant. Que l'Europe fasse bloc peut-être aussi pour se faire entendre. Que l'Europe fasse bloc, mais que ces préoccupations soient relayées dans les discours des politiques, et je trouve qu'elles ne le sont pas tellement. Stéphane Zumsteg, on passe à vous, votre coup de cœur de la semaine. Coup de cœur ou une impression ou quelque chose qu'on a mesuré dans de nombreuses enquêtes, c'est l'envie de plus en plus forte des Français pour le référendum. Alors au-delà de ce mode de consultation, ça fait moderne, alors que c'est pas du tout moderne, ça existe depuis très longtemps. Il y a cette idée de plus en plus, les Français veulent des référendums, on organise un ou des référendums sur tous les sujets. Ça peut être sur des sujets sociétaux comme la fin de vie, ça peut être sur des sujets institutionnels comme le cumul des mandats ou la proportionnelle, ça peut être sur des questions régaliennes comme sur l'accession à certains services sociaux en matière d'immigration. Mais on le voit bien, c'est de plus en plus énoncé, exprimé comme souhait par eux, comme la volonté, comme un des moyens de réhabiliter, alors d'abord d'améliorer les relations entre les citoyens et les politiques, chose dont on parle depuis des années, et aussi de réhabiliter l'utilité du vote. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est on vote vraiment sur quelque chose qui sera appliqué derrière. Le oui l'a emporté, donc on fait ça. En gros, pour laver deux affronts quelque part, pour des parties différentes de l'opinion à chaque fois, la réforme des retraites. Emmanuel Macron est certes réélu, mais on l'empêche de disposer, on l'empêche immédiatement de disposer d'une majorité absolue, et pourtant, je me mets à la place d'une partie des Français, il se permet de passer en force sur la réforme des retraites. Il y a encore quelque chose de plus grave, et qui est toujours très prégnant dans l'esprit des gens, notamment des partis radicaux, de la France Insoumise et le RN, mais pas seulement, et les électorats radicaux, ils ont la mémoire longue, c'est le référendum sur la Constitution européenne de 2005. Oui, le non l'emporte largement, 55%, mais en difficulté Jacques Chirac, mais tout ça n'est pas très grave, puisque 3 ans après, Nicolas Sarkozy décide, enfin, la classe politique, pas plus Sarkozy que les autres, décide de passer outre. Et ça, une partie des Français ne l'a véritablement pas oublié. Et illustre cela comme ce fossé persistant entre le personnel politique et les citoyens. Très rapidement, votre coup de griffe de la semaine? Le coup de griffe, je vais revenir à l'élection du président LR. Incorrigible droite, je comprends, pourront voter les gens à jour de cotisation au 31 décembre dernier, et ceux qui deviendront membres et cotisants du parti dans les 2 mois qui viennent. Incorrigible droite, parce que de quoi va-t-on parler durant les 2 mois qui viennent? Du programme des uns et des autres, ou alors du nombre de l'explosion du nombre de nouvelles cartes en Auvergne-Rhône-Alpes ou dans la région Pays de la Loire, plus particulièrement en Vendée? C'est un vrai problème, parce que vous avez déjà en germe la contestation des résultats si jamais ils devaient être serrés. Là encore, c'est la porte ouverte à tous les tripatouillages.
ça rappelle 2012 et la Coco, Ouais, je ne sais plus comment on prononçait. Rapidement, Guillaume, votre coup de cœur? Oui, parce que mon coup de griffe, c'était pour parler de l'instrumentalisation de l'affaire Betaram par LFI. On en a parlé, donc on n'y va pas. Écoutez, pour mon coup de cœur, je fais un petit pas de côté par rapport à la politique, mais finalement, peut-être pas tant que ça, puisque dans quelques jours maintenant, on va fêter le 150e anniversaire de la création de l'opéra Carmen. Et puis, c'était pas très loin d'ici, parce que c'était à l'Opéra Comique, à 200 mètres de là où se trouve le Figaro. Pourquoi parler de cet événement? Parce que, en fait, faut le savoir, Bizet qui avait une très grande carrière musicale. D'ailleurs, je vous renvoie dans le Figaro ce matin une page qui raconte toute l'œuvre de Bizet en dehors de Carmen, et que l'on ne connaît pas souvent. Bon, et on retient Carmen. Et pourtant, la création de Carmen, c'était un fiasco épouvantable. À la première de Carmen, donc ici, en plus les changements de décor étaient très longs, le public partait en cours de route, c'était vraiment le fiasco absolu. Bizet, ça l'a rendu malade, et au sens propre du terme, puisqu'il est mort 3 mois après. Bon. Et donc, aujourd'hui, je crois que Carmen est l'opéra le plus joué dans le monde. Tout opéra confondu, même par rapport à Mozart, par rapport à Verdi, par rapport à Wagner, l'opéra le plus joué dans le monde, c'est Carmen. Bizet n'aura pas connu ce triomphe, il restera sur le sentiment d'un échec. Alors, pour terminer quand même, pour faire le petit lien avec la politique, c'est que souvent on a peut-être des responsables politiques qui sont obsédés par l'impact immédiat et par l'image immédiate qu'ils renvoient par rapport à une telle décision. Vous voyez qu'on peut laisser sa trace dans l'histoire et ne pas voir de son vivant l'effet d'un Eh bien, on ira voir Carmen, c'est bien noté. Merci à tous d'avoir assisté à ce club politique. Pour retrouver la semaine prochaine Yves Tréhard, je vous souhaite une très belle semaine sur le Figaro TV.